Créer chez les jeunes une culture entrepreneuriale, c'est l'objectif du projet Jeunesse et Entrepreneuriat Durable, lancé ce matin par le président de la République. Ce programme concerne 50 jeunes qui en profiteront d'une formation avant de rejoindre des entreprises de la place. Élection 2012, 55 000 isoloirs arrivés tout droit de Beyrouth viennent d'être réceptionnés par le ministre de l'administration territoriale. Cet arrivage est le premier de plusieurs autres. Ces matériels électoraux ont coûté près de 6 milliards de francs CFA à l'État. Journée internationale des langues maternelles ce mardi. Le Mali a célébré l'événement en s'intéressant à la problématique de l'édition et à la distribution des livres en langue nationale. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous sur l'ORTM, mardi 21 février. Bienvenue à cette édition. Le président de la République, Amadou Toumani Touré, a procédé ce matin au CICB au lancement du programme Yaouf Enterprise Generator de l'organisation internationale YES. Ce programme qui concerne 50 jeunes maliens vise à créer chez eux une culture entrepreneuriale. 50 jeunes, après leur formation théorique, seront déployés dans les entreprises de la place. Une occasion pour le chef de l'État d'appeler les jeunes à plus de créativité. Reportage Amadou Sakari. En recevant ce mandat de l'organisation internationale YES, le président de la République, Amadou Toumani Touré, devient le parrain mondial du programme Youth Enterprise Generator. Un programme qui, pour son premier contingent, concerne 50 jeunes venus des 8 régions du Mali et du district de Bamako. Après une formation de 3 à 6 semaines sur l'entrepreneuriat jeune, ce contingent sera sur le terrain au sein des entreprises pour cette fois-ci lier la théorie à la pratique. À l'issue de ce processus, ces entrepreneurs en herbe pourront soumettre à ce partenaire leurs projets pour financement. Un financement qui varie de 5 à 10 millions de francs CFA. Cette initiative qui s'inscrit dans le cadre du partenariat public-privé répond à une volonté. C'est afin de garantir une pleine participation des jeunes au développement national que le gouvernement du Mali a adopté le 1er février 2012 le document cadre de politique de développement de la jeunesse, une révolution dans le mental. Le sommet qui nous réunit constitue donc une aubaine. Il fait écho à une volonté politique nationale jamais démentie en termes d'initiatives hardies, d'appui à la jeunesse et à son emploi. APEJ, taxe emploi jeune, etc. La taxe emploi jeune créée au Mali est unique en Afrique. Nous parlons beaucoup de l'exemple du Mali et beaucoup de personnes se réfèrent donc à cette taxe. Le Mali est un pays champion et notre président est considéré également comme un champion en matière de l'emploi jeune. Pour le chef de l'État, les jeunes ne doivent pas toujours attendre des financements, mais oser et entreprendre. Je voudrais tout simplement dire à ces jeunes entrepreneurs du futur, nous ferons le point dans quelques années. Il faut croire d'abord, il faut se convaincre soi-même, il faut oser entreprendre. Et c'est lorsqu'on ose, on gagne. Je voudrais les souhaiter au nom de notre pays les bénédictions des parents, parce que chez nous, cela est extrêmement important. On ne posera pas la question demain à savoir quel diplôme vous avez, mais on vous demandera toujours, mais qu'est-ce que vous savez faire? Parce que parfois on a beaucoup de diplômes, mais on ne sait pas faire beaucoup de choses. Le niveau intellectuel permet certainement d'appréhender mieux, vite, et ça permet de faire un plus dans ce que vous entreprenez. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut que vous fonciez, il faut y aller. Nous comptons sur vous. Je ne peux vous dire que beaucoup de courage. Nous avons un très beau pays. Les difficultés d'un pays, c'est comme un homme. Parfois, il a mal à la tête, parfois, il a le palu. La différence entre un État et un homme, c'est que l'homme meurt, mais l'État reste. L'objectif de ce programme est d'inspirer et d'appuyer la jeunesse en créant un environnement propice à la génération de revenus à travers la formation. Après sa mise en place le 29 janvier dernier par nos autorités, la commission spéciale chargée d'enquêter sur les atrocités d'Aguelok sur des militaires et des civils est venue remettre les conclusions de sa mission au président de la République après 10 jours de séjour dans la localité.
La commission spéciale d'enquête comprend des officiers supérieurs de la police, de la gendarmerie et des forces armées sous la présidence de l'inspecteur général de police, Alioune Badara Diamoutene. Après la rencontre avec le chef de l'État, le président de la commission a fait une déclaration que nous vous proposons de suivre. Alioune Badara Diamoutene est au micro de Daouda Sidiki Diarra. Déclaration de la commission spéciale d'enquête. Après les attaques barbares et meurtrières de la localité d'Aguelhok survenues les 18 et 24 janvier 2012, le président de la République du Mali a instruit la mise en place d'une commission spéciale d'enquête. La commission spéciale d'enquête présidée par l'inspecteur général Alioune Badara Diamoutene est composée d'officiers supérieurs des forces armées et de sécurité, s'est rendue sur le terrain pour mener les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité sur les cas d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique des personnes et aux biens. À cette occasion, elle a pu recueillir des preuves et des témoignages des rescapés militaires et civils, soutenus par des images qui attestent que des combattants de l'armée malienne désarmés ont bien été arrêtés, ligotés les mains au dos et avant d'être froidement abattus. Des élèves et enseignants de l'Institut de formation des maîtres d'Aguelhok, IFM, ont été utilisés comme boucliers humains par les assaillants en difficulté lors de l'attaque du 18 janvier 2012. Ces élèves et enseignants, entendus par la commission spéciale d'enquête, attestent les faits d'atrocités commis sur les militaires désarmés. Ces déclarations corroborent le mode d'exécution sommaire des combattants désarmés régulièrement pratiqué par AQMI. L'habillement de la plupart de ces combattants barbus, le mode d'exécution des militaires désarmés atteste la participation d'AQMI au combat aux côtés du mouvement national de libération de l'Azawad lors des attaques des 18, 20 et 24 janvier 2012 contre le camp militaire, l'Institut de formation des maîtres de Aguelhok et la ville d'Aguelhok. Pour la commission, le président de la commission. La grande chancellerie des ordres nationaux du Mali sera bientôt logée dans du neuf. Dans un délai contractuel de 10 mois, sortira de terre un immeuble R+1 accompagné de 2 bâtiments annexes pour abriter les locaux de cette institution qui, initialement, sont logés au Grand Marché de Bamako. Le secrétaire général de la présidence de la République a posé cet après-midi la première pierre de l'infrastructure. C'était à Koulouba en présence du ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'urbanisme et des membres du Conseil des ordres nationaux du Mali. Reportage de Oumar Kouressi. Aussi puissante et stratégique qu'elle soit, la grande chancellerie des ordres nationaux du Mali était jusqu'à présent logée au Grand Marché de Bamako. Les désagréments liés à cette situation pourraient désormais être un vieux souvenir. Vous comprendrez aisément mon émotion, ainsi que celle des membres du Conseil des ordres nationaux du Mali et de tout le personnel de la grande chancellerie des ordres nationaux du Mali, ici présent, quand on mesure l'importance du cadeau que son Excellence, Monsieur le Président de la République, grand maître des ordres nationaux, vient d'offrir à un de ses services prestigieux, service attaché directement à lui. Je veux parler de la grande chancellerie des ordres nationaux du Mali que nous dirigeons aujourd'hui sous ses ordres. La réalisation de ce projet s'inscrit dans une dynamique globale de travaux de construction et d'aménagement sur le domaine de la présence à Koulouba. En 5 ans, 4 nouveaux bâtiments ont été érigés sur le site. La grande chancellerie des ordres nationaux du Mali sera donc le 5e immeuble qui sortira de terre à Koulouba pour assurer à cette structure un cadre de travail à hauteur de sa mission. Somptueux mélange d'architecture traditionnelle et moderne, cet immeuble de 2 niveaux et de 2 bâtiments annexes s'inspire des médailles des ordres nationaux offertes par la grande chancellerie. L'immeuble dont nous allons poser la première pierre au nom du chef de l'État, c'est quand même un travail qui va prendre un peu de temps, dont la réalisation repose sur un document contractuel. Le message que j'ai à leur adresser au nom du chef de l'État, c'est de respecter les critères de qualité et respecter les délais contractuels.
Les ordres nationaux ont été créés en 1963. Ils sont destinés à récompenser les personnes qui se seront distinguées par des mérites exceptionnels et une fidélité dans l'accomplissement de services civils ou militaires au profit de la nation. Quant à la Grande Chancellerie, elle n'a vu le jour qu'en 1991. Outre la conservation des sceaux, brevets et insignes, elle a parmi ses attributions la préparation et la notification des actes de nomination, de promotion et de sanction. Le projet d'appui au processus électoral du Mali, PAPEM, a été officiellement lancé cet après-midi au ministère de l'Administration territoriale et des collectivités locales. Le PAPEM s'étend sur 3 ans pour un coût de plus d'1 milliard de francs CFA. Ce projet vise à contribuer à l'organisation d'élections transparentes en 2012, conformément aux textes nationaux et à la mise en place des nouvelles structures de gestion des élections au Mali. Le PAPEM est une initiative des partenaires techniques et financiers et du gouvernement du Mali. Reportage Bourama Traoré. Autour du ministre de l'Administration territoriale et des collectivités locales, ses collègues des affaires étrangères, de la communication et des partenaires techniques et financiers. Un beau monde réuni pour le lancement du projet d'appui au processus électoral du Mali, PAPEM. Ce projet couvre la période 2012-2014 pour un coût de plus d'1 milliard de francs CFA. L'un des objectifs du PAPEM est de soutenir les efforts des pouvoirs publics pour la meilleure préparation des élections générales et référendaires de 2012. Un processus qui semble bien parti. Du point de vue organisation, il nous semble que tout est fait pour des élections qui répondent aux critères d'élections démocratiques, transparentes et fiables. Monsieur le ministre, soyez assuré de tout notre appui dans ce processus électoral tellement important pour la consolidation de la démocratie. C'est ainsi que le PAPEM sera mis en œuvre à travers 4 composantes, parmi lesquelles le renforcement des capacités du département de tutelle et des nouvelles structures qui seront créées pour l'organisation des élections au Mali. Les 2 autres composantes du projet concernent l'éducation civique et la finalisation du recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC. Pour la réussite de ces différentes actions, les conditions idoines de travail seront créées. D'ores et déjà, mon département s'est engagé à la mise à la disposition du projet un local de 6 pièces pour l'installation des unités de gestion. Le processus électoral, à son étape actuelle des préparatifs, est irréversible et nous saluons vivement la disponibilité de chacun des acteurs pour que le pays puisse connaître des élections libres, justes, démocratiques et transparentes dans un environnement apaisé et sécurisé. Le Canada apporte également une contribution directe de près de 225 millions de francs CFA à la mise en œuvre du projet. Un accord a été signé dans ce sens entre le représentant résident du PNUD au Mali et le conseiller à l'ambassade du Canada dans notre pays. Le ministre de l'Administration territoriale et des collectivités locales vient de réceptionner 55 000 isoloirs pour les élections à venir. Ce premier lot marque le début d'un arrivage continu de matériel électoraux de Beyrouth. Dans le cadre de l'organisation des différentes élections, il a été engagé plus de 5 milliards 900 millions de francs CFA environ pour l'acquisition de nouveaux matériels plus adéquats. La réception a eu lieu dans la cour de la douane à la Faladier, suivie par Mariam Sagara. On les attendait, ils sont enfin là, les isoloirs pour les élections à venir. Les ministres Kafougouna Kone et Sidi Kimfa Konate, accompagnés de toutes les structures concernées, sont venus recevoir les 55 000 isoloirs. L'innovation est que ces urnes sont confectionnées en carton duplex. 33 conteneurs contenant les urnes et les scellés sont déjà signalés au port de Dakar. Et l'arrivée des bulletins de vote du référendum et les procès-verbaux est imminente par vol spécial. Cette cérémonie marque ainsi la réception dans un bref délai des urnes, des scellés, des bulletins de vote et des enveloppes imprimées. Au-delà de la mise à disposition à temps des matériels électoraux, pouvant garantir l'organisation d'élections crédibles, un phénomène nouveau, à savoir la fraude électorale, tente à plomber notre système électoral qui, lors des élections de 2007, a atteint des proportions inquiétantes. Face à ces fléaux, les ministères de l'administration territoriale et des collectivités locales, de concert avec la classe politique, ont retenu un certain nombre de mesures de sécurité des principaux documents de vote. Ces mesures devront, en principe,
mettre fin à la duplication des imprimés et documents électoraux tels que les bulletins de vote, les procès-verbaux des opérations de vote et les enveloppes contenant les résultats et destinés à être acheminés à la Cour constitutionnelle ainsi qu'aux commissions de décentralisation. Ce marché a été attribué à la société libanaise eCrypt Technologies pour un montant de plus de 5 milliards 900 millions de francs CFA. Ces matériels vont couvrir les élections présidentielles, législatives et référendaires. La bonne tenue des élections est au cœur des priorités du gouvernement. En témoigne l'arrivée de ces isoloirs, des isoloirs pour éviter la fraude et les autres incommodités. Nous vous proposons de suivre le montage des isoloirs et c'est le président de la commission logistique, Moriba Sinayoko, qui se prête à l'exercice, suivi par Mariam Sagara. Nous avons introduit des innovations au niveau d'un certain nombre de matériels, dont justement les isoloirs. Au niveau de chaque palette, vous avez 2 isoloirs qui sont dans une pochette en plastique. Ces 2 isoloirs, en principe, servent pour un bureau de vote. Parce que nous avons dit que le 29 avril, qui est le premier scrutin, il y aura 2 scrutins le 29 avril. Donc, il s'agit seulement, en recevant les palettes, de faire la répartition, une pochette contenant 2 isoloirs pour chaque bureau de vote. Et dans chaque, vous avez 2 isoloirs. Un isoloir pour le référendum et un isoloir pour l'élection présidentielle, premier tour. La première partie qui est le support, c'est-à-dire c'est cette partie qu'on met sur la terre. Vous avez une autre pièce qui est en fait le haut de l'isoloir. Ensuite, vous avez à l'intérieur de l'isoloir, nous allons mettre ce support et vous allez voir que l'isoloir va prendre une forme. Ensuite, vous avez un support extérieur qui constitue la 3e pièce. Ce support extérieur, on le met par le bas. Votre isoloir est monté et en ce moment-là, on l'emboîte sur le pied. Lors de la formation de ces agents électoraux par les préfets ou les sous-préfets, ils seront formés sur le montage rapide pour ne pas perdre du temps. Voilà donc le montage d'un isoloir tout en détail. Le week-end dernier à Bafoussam s'est tenue la conférence régionale des sections de l'Union pour la République et la démocratie, URD de Caille. Ces assises ont regroupé les responsables des 7 sections que compte le parti en première région, ainsi qu'une délégation du bureau national. Les travaux ont porté sur la vie du parti dans la région de Caille. Il a été aussi question de la mobilisation des militants en vue des élections présidentielles et législatives. Idrissa Goulou Sissoko. Cette 4e conférence de l'URD à Bafoussam a été une occasion pour les sections de la région de Caille de présenter leur rapport. Un rapport qui retrace toutes les actions menées par les sections. L'objectif des conférences régionales, c'est pour voir la situation du parti dans les 7 sections de la région de Caille. L'objectif visé, c'est vraiment de mettre un échange entre les sections et également un échange entre les sections et les membres du bureau national. Notre parti a exigé que les militants soient toujours mobilisés autour des objectifs. Et pour faire cela, il faut qu'il y ait des réunions. Des réunions au niveau des comités d'abord, des sous-sections et des sections. Et ensuite, il y a des conférences régionales qui sont organisées. Nos militants sont aussi déterminés plus que jamais. Parce qu'ils savent que l'année 2012 est une année des échéances électorales, à savoir les présidentielles aussi bien que les législatives. Pour nous responsables, c'est de tester les niveaux de mobilisation de nos militants. Et pour les militants aussi, ils sont affamés de voir les premiers responsables du parti qui les rendent visite. Donc c'est un joie de part et d'autre pour nous. À l'issue de la conférence, certaines recommandations ont été formulées, à savoir l'amélioration du système de communication entre le sommet et la base. La conférence exhorte les militants à plus d'engagement dans le retrait des cartes électorales et recommande la dotation des sections en moyens logistiques, invite les sections à la tenue correcte des réunions et des conférences.
Le système des Nations Unies au Mali et le ministère de la Justice ont procédé aujourd'hui au lancement du programme conjoint pour la promotion des droits de l'homme. Le programme vise à consolider les résultats atteints par le gouvernement du Mali en matière de promotion des droits de l'homme. Le dit programme s'étend sur 5 ans avec un budget de plus de 2,5 millions de dollars. Reportage Mamadou Barayoko. Plusieurs programmes ont été déjà exécutés en vue de renforcer les droits de l'homme au Mali. Toutefois, des lacunes sont à combler. Ainsi, ce programme conjoint des Nations Unies pour la promotion des droits de l'homme 2012-2017 est axé sur 5 points essentiels. La promotion des droits économiques, sociaux et culturels, le facile accès à la justice, l'amélioration du recours aux médiateurs, le renforcement des capacités de la Commission nationale des droits de l'homme, enfin, le suivi des rapports destinés aux organes des Nations Unies. Pour ce programme qui s'étend sur 5 ans, le budget s'élève à 5,5 millions de dollars, dont 3 millions sont mobilisés par le système des Nations Unies et le gouvernement malien pour consolider les acquis. Nous voudrions saisir cette occasion pour faire un plaidoyer afin que le Mali continue à respecter ses engagements dans le cadre des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Nous tenons à renouveler ici notre volonté de soutenir l'État malien dans ce domaine. Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, rassure que son département s'acquittera de son devoir. Investit donc de la mission de promotion et de protection des droits humains et de la tutelle du programme. Le département de la Justice prendra toute la part qui lui incombe dans sa mise en œuvre. Il veillera à l'exécution correcte des activités prévues au profit de tous les bénéficiaires et à la bonne gestion financière du programme dans le cadre d'un partenariat dynamique avec les agences du système des Nations Unies et tous les autres partenaires. Le budget total du programme n'étant pas encore bouclé, le ministre Marafa Traoré en appelle au soutien financier des agences du système des Nations Unies pour mobiliser 2,5 millions de dollars pour le lancement du programme. Le Mali a célébré aujourd'hui la Journée internationale des langues maternelles. Le thème retenu cette année au Mali est la problématique de l'édition et de la distribution des livres en langue nationale. La cérémonie a été présidée par le professeur Salikou Sanogo, ministre de l'alphabétisation des langues nationales. Reportage Boubacar Sissoko. Cette journée internationale consacrée aux langues maternelles est célébrée dans le monde par l'UNESCO il y a de cela 13 ans. La journée vise à promouvoir nos langues nationales, cela à travers leur transcription afin qu'elles soient enseignées pour les préserver de la disparition. Cette année, le thème retenu est la problématique de l'édition et de la distribution des livres en langue nationale. Le rôle vital de la langue, notamment la langue maternelle, pour la viabilité du patrimoine vivant, se manifeste aussi dans la pratique quotidienne et la transmission intergénérationnelle. Elle va souvent au-delà d'être le véhicule du patrimoine immatériel et de sa substance même. Mais la diversité linguistique est un patrimoine fragile. Sur plus de 6000 langues parlées dans le monde, près de la moitié pourrait disparaître avant la fin du siècle. Afin donc de les sauver de la disparition, l'Académie africaine des langues a initié des projets porteurs pour les langues africaines. Au nombre de ces projets, nous avons le projet des contes et récits à travers d'Afrique, qui est basé en Afrique du Sud et qui vise à donner à tous les enfants africains la possibilité de lire les mêmes récits et contes publiés dans diverses régions de l'Afrique. Par ailleurs, au Mali, le gouvernement a fourni de gros efforts dans le cadre de la promotion des langues. Cette volonté se traduit par des actes concrets, notamment le prix Fakoneli, qui encourage les éditeurs et les auteurs qui écrivent en langue nationale. Le développement d'un environnement lettré en langue nationale, la fourniture du marché culturel en ouvrages de qualité passe nécessairement par une bonne maîtrise de l'édition et de la distribution des ouvrages en langue nationale. Les débats ont également porté sur les contraintes liées à l'édition et à la distribution des manuels scolaires en langue nationale.
Signature de partenariat entre le Fonds Bank of Africa et l'USAID phare. L'institution financière panafricaine offre 47 millions de francs CFA à l'USAID pour soutenir son programme Harmonisation d'appui au renforcement de l'éducation intitulé phare. La remise du chèque a eu lieu en présence de l'ambassadeur des États-Unis et de la présidente de la Fondation Bank of Africa. Reportage Nyanya Aliou Traoré. À travers ce chèque de 47 millions de francs CFA de la Fondation Bank of Africa, c'est plus de 1000 kits scolaires qui seront distribués dans toutes les régions du Mali. Un véritable coup de fouet en général à l'éducation nationale, mais en particulier au programme harmonisé d'appui au renforcement de l'éducation phare de l'USAID. La geste de la Fondation Bank of Africa s'inscrit dans une dynamique partenariale qui va marquer de son sceau tous les efforts du ministère de l'Éducation dans ses missions. Il y a moins de donateurs privés comme ça qui s'engagent dans les outils. Donc je m'en réjouis vraiment et ils sont à féliciter. Le phare, c'est l'amélioration de l'apprentissage de la lecture dans toutes les écoles du Mali. Pour ce faire, les activités du programme sont axées, entre autres, sur la formation initiale et continue des maîtres et sur la production de matériel didactique pour les élèves et les enseignants. Des projets qui ont suscité la motivation du donateur. Nous avons trouvé là un certain nombre de préoccupations qui recoupent les nôtres et c'est pour ça que nous avons donné notre accord pour signer une convention de partenariat avec elle. À titre de rappel, le phare intervient au Mali depuis 2008. Son but est d'accompagner les efforts du gouvernement dans son combat contre l'analphabétisme, surtout dans les localités éloignées du Mali. Comment gérer la problématique de la gouvernance des industries de l'électricité et de l'eau? La question est au centre d'un séminaire international organisé ici à Bamako par la Commission de régulation de l'électricité et de l'eau. À travers la rencontre de Bamako, il s'agit de promouvoir une politique et une technique tarifaire des secteurs de l'électricité et de l'eau. Pour ce faire, le partenariat public-privé est privilégié. Lamine Keita. 5 jours seront mis à profit par les participants venus d'Afrique et d'Europe pour débattre des questions liées à la gouvernance des industries de l'électricité et de l'eau. Gouvernance qui nécessite un partenariat public-privé pour rendre plus efficaces les services rendus aux clients. L'objectif est d'harmoniser l'utilisation des techniques de détermination des tarifs de l'électricité et de l'eau. Plusieurs réflexions et actions sont menées à l'échelle du continent, tant au niveau de l'AREC, à la CEDEAO et de l'AFUR sur le plan continental pour identifier et diffuser ou distiller à travers des programmes appropriés de renforcement de capacité les solutions, options et bonnes pratiques en matière de régulation et de gouvernance des services d'infrastructure. La secrétaire du Forum africain pour la réglementation des services publics s'est réjouie de la tenue de ce séminaire car pour elle, la gestion de la problématique des sous-secteurs eau et électricité est inséparable du contexte économique mondial. Les questions des tarifs d'électricité et d'eau pour les populations sont une préoccupation majeure des États africains. Il s'agit d'un maillon essentiel de l'incontournable processus participatif censé impliquer l'ensemble des acteurs opérant dans les deux secteurs. Par l'organisation de ce séminaire, la Commission de la régulation de l'électricité et de l'eau, en partenariat avec le Forum africain pour la réglementation des services publics, renforce ainsi la capacité de ces acteurs dans la gestion des ressources énergétiques. Fin des travaux aujourd'hui, des journées d'information et de sensibilisation sur la connaissance et la meilleure compréhension des institutions avec les pasteurs et leurs épouses. L'Association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques au Mali qui s'est tenue au centre Gabriel Cissé à Ségou. Doussou Sangari. Cette formation de 2 jours avait réuni les pasteurs et leurs épouses de l'Association des groupements d'églises et missions protestantes au Mali, la GEMPEM, les femmes leaders de l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes, APDF. Au cours de leur campagne,
Des concepts fondateurs tels que la personne humaine, le citoyen, la patrie, les institutions de la République, rôle et place, impact et mise en relation entre autres ont été commentés, débattus et éclaircis. Nous attendons à ce que les pasteurs et leurs épouses puissent transmettre aux communautés parmi lesquelles ils vivent les connaissances pour pouvoir former de meilleurs citoyens, comme nous l'avons être pas simplement des citoyens mais de bons citoyens qui participent à tous les actes de la vie. Pour les autorités, l'ouverture d'un dialogue pour une meilleure connaissance des institutions est une nécessité. Le ministère des Relations avec les institutions a pensé ouvrir le dialogue à travers le dialogue interreligieux autour de la connaissance et d'une meilleure compréhension des institutions. Si vous voulez devenir malien et bon malien et quitter votre statut de personne humaine, il faudrait d'abord que vous suiviez et que vous viviez votre état civil. La présente phase sera suivie de 2 autres étapes qui concerneront les évêques catholiques et prêcheurs musulmans afin qu'ils puissent pleinement jouer leur rôle de messagers du Mali. La Fondation pour l'enfance intervient auprès du monde scolaire et c'est l'Académie d'enseignement de Bamako, rive droite, qui a bénéficié de 16 000 livres. Ces livres concernent toutes les matières, du primaire au supérieur. Amadou Ouattara a assisté à la cérémonie de remise. L'instruction est le socle de la culture et pour se cultiver, le livre reste un outil incontournable. Ces 16 000 livres remis à l'Académie d'enseignement de Bamako, rive droite, par la Fondation pour l'enfance visent à développer le goût de la lecture chez les enfants. Ce geste que nous faisons grâce à la magnanimité de nos donateurs servira, nous l'espérons, à la consolidation des bibliothèques déjà existantes ou à l'enrichissement d'embryons pour ceux de nos établissements scolaires qui n'en disposent pas, et contribuera ainsi à développer le goût de la lecture. Ces livres de toutes catégories, prenant en compte toutes les matières et tous les ordres d'enseignement, sont entièrement financés par la Fondation pour l'enfance. Un geste apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. Pour ce geste qui nous va droit au cœur, et nous témoignons que bon usage sera fait de ces livres. Ces livres vont contribuer à une bonne formation de nos élèves. La Fondation a également remis 300 rouleaux de fil en laine et en coton pour la broderie et le tricotage à l'Association des femmes de la broderie chinoise. 200 jeunes femmes ont déjà été formées dans le centre et autant de machines ont été distribuées. À peu près une vingtaine de jeunes femmes ont bénéficié de formation, de bourses de formation en Chine. Cette intervention de la Fondation pour l'enfance auprès du monde scolaire est la 3e du genre après les académies d'enseignement de San et de Bamako, rive gauche. L'Institut Panos Afrique de l'Ouest, intervenant dans le domaine médiatique, tient depuis ce matin ici à Bamako une table ronde. L'objectif était donc de redéfinir les contextes de son intervention au Mali. Reportage Isaac Tienou. La mission de renforcement des capacités des médias est l'une des priorités de l'Institut Panos Afrique de l'Ouest au Mali. Il tient une table ronde. Le thème retenu est quel appui apporter aux médias et organisations de la société civile pour mieux répondre aux défis de la démocratie et du développement au Mali. L'IPAO se trace un autre destin dans notre pays. L'exercice ici, c'est de voir comment est-ce que les priorités de Panos régionales convergent avec vos priorités ici au Mali. En termes de thèmes, en termes de médias, si on vient dans le secteur médiatique, quels acteurs appuyer, quelles actions mener pour renforcer le cadre juridique et quelles informations donc produire en direction de qui. L'Institut vient de boucler une 3e phase de son programme qui a porté entre autres sur la gouvernance locale, les migrations, les droits et la participation des femmes à travers les médias. On a constaté un renforcement des capacités à la fois techniques et thématiques des médias à produire des informations pertinentes et équilibrées sur des thèmes comme le suivi budgétaire, la planification du cadre stratégique de croissance et de réduction de la pauvreté, sur les thèmes de la décentralisation des industries minières, etc. L'IPAO est au Mali depuis 1990 et compte expérimenter la formation des journalistes en investigation.
Ouverture ce matin au siège du groupement des éditeurs de la presse écrite d'un séminaire de formation des journalistes de la presse écrite. Les thèmes à l'ordre du jour de cette formation sont l'éthique et la déontologie du journalisme, des thèmes qui sont aujourd'hui indispensables au regard de l'actualité brûlante liée aux élections et aux conflits au nord Mali. La cérémonie d'ouverture était présidée par Thiegoum Boubey Maïga du journal La Nouvelle République. Reportage Mahamadou Doumbia. En initiant cette séance de formation des journalistes de la presse écrite, le groupement des éditeurs de la presse écrite tient à faire une mise à niveau de tous ceux qui sont versés dans cette fonction délicate, celle d'informer. Et le thème approprié est intitulé « L'éthique et la déontologie du journalisme », deux mots clés qui exigent une morale et un devoir approprié, celui d'informer de façon véridique, vérifiée. Et pour dispenser de tels cours, le groupement des éditeurs de la presse écrite a fait appel à des sommités. La loi malienne dit: le journaliste est celui qui, titulaire d'un diplôme de journalisme ou d'un diplôme d'études supérieures, avec une année d'expérience professionnelle, a pour activité principale rétribuée la collecte, le traitement et la diffusion d'informations ou de nouvelles dans le cadre d'un organe médiatique public ou privé, écrit ou audiovisuel. Cette définition, si jamais vous la lisez bien, elle fait un distinguo entre ce que c'est l'information et ce que c'est la communication. Cette séance de formation organisée grâce à la coopération suisse est aujourd'hui indispensable car elle servira à guider, à sensibiliser à travers des codes de conduite des journalistes qui doivent donner aux populations des informations crédibles, fondées et neutres. Nous restons dans la communication. Le directeur général de la Radio Rurale Internationale, Kevin Perkins, en séjour dans notre pays, a visité la radio rurale de la commune de Diédougou dans le cercle de Dioïla. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la performance de cette radio au regard de ses activités en faveur des agriculteurs. La Radio Rurale Internationale est une ONG spécialisée dans la communication agricole et est en partenariat avec la radio rurale de la commune de Diédougou. Envoyés spéciaux Adama Tangara et Amadou Tchokari. Désormais, la commune de Diédougou à Beleko dans le cercle de Dioïla dispose d'une radio rurale FM. Elle est composée d'une salle d'animation, une cabine technique, des ordinateurs, le tout connecté sur Internet avec une puissance de 20 watts amplifiée. Une radio purement pour agriculteurs. Tous les 57 villages de la commune sont couverts par la radio rurale de Diédougou qui est alimentée par une plateforme. Le choix de la visite de cette radio par Kevin Perkins, directeur général de Radio Rurale Internationale à Ottawa au Canada, n'est pas fortuit. La radio s'est fait distinguer suite à une compétition initiée par Radio Rurale Internationale entre les radios du pays sur les activités agricoles en faveur des agriculteurs et des vulgarisateurs. C'est à travers l'avènement du multipartisme intégral que nos radios ont connu une forte émergence à travers le pays. Ainsi, elles représentent un puissant moyen contribuant au développement de nos collectivités décentralisées. Pour ce qui concerne aujourd'hui l'appui constant des structures au niveau du monde rural, qui constitue le secteur le plus important dans l'économie de notre pays, dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire. Les témoignages des animateurs et des agriculteurs sur les activités agricoles, les prestations des danseurs ont aussi été les temps forts de la cérémonie. Salon international de l'étudiant, l'événement de 2 jours a regroupé des élèves et étudiants et des responsables d'instituts et universités privées venus de divers horizons. C'était un espace promotionnel de l'enseignement supérieur permettant aux étudiants de choisir leur profil. Il y a également eu des conférences débats sur la problématique de l'école malienne en vue de faire des propositions. L'essentiel de ce salon international de l'étudiant avec Tiemoko Konaté. Pour la 3e année consécutive que se tient le Salon international de l'étudiant. Cette année, plus d'une vingtaine d'instituts et d'universités privées venus du Mali et de la sous-région étaient au rendez-vous. Des universités qui se proposent d'offrir des formations de qualité aux étudiants dans les domaines comme le management des affaires, des systèmes informatiques, de la presse audiovisuelle, de l'hôtellerie, du tourisme et j'en passe. On n'a pas besoin de dépenser des fortunes, on peut former sur le plan performance d'entreprise, performance dans les banques, performance dans les assurances, performance dans les multinationales. On peut très bien former parce que nous avons des enseignants de qualité, tous ingénieurs d'État en réseau, tous ingénieurs d'État en informatique de gestion, des docteurs en sciences de gestion et nous n'avons pas, n'est-ce pas, à rougir de ce qui se passe ailleurs.
C'est un espace où on vient exposer les différentes méthodologies de travail dans le domaine de l'architecture en Afrique et au Mali. Notre tendance, c'est de valoriser nos matériaux locaux, de faire l'architecture internationale, si vous voulez. L'organisation de ces salons s'inscrit dans le cadre de l'appui aux étudiants à choisir leur profil. Après le bac, il y a un certain nombre d'étudiants qui veulent faire ces études supérieures à l'étranger. Donc il est toujours bon de partir à l'étranger bien informé. Ces salons vont permettre aux élèves étudiants non seulement d'avoir des réponses sur les filières et les métiers et aussi la vie estudiantine après le bac. L'édition 2012 du Salon de l'étudiant s'est tenue à un moment où l'école malienne connaît des difficultés. Effectifs pléthoriques et grèves intempestives ayant pour corollaire la transmission chancelante des savoirs et le faible niveau des apprenants. Les 2 jours de rencontres ont vu des conférences-débats sur cette problématique en vue de faire des propositions. Pour la prochaine édition, les organisateurs entendent apporter des innovations. Journée d'échange entre les membres du mouvement NCO, les enseignants et les élèves de l'école franco-arabe Dar El Hadith. Le thème retenu pour cette journée est « Cessons de mystifier nos populations par le truchement des langues étrangères divinisées ». Les promoteurs de l'écriture NCO ont profité de cette occasion pour faire la genèse de cette précieuse écriture aux frères musulmans. Reportage d'Yamba Moussa Konaté. L'écriture Nko a été créée en 1949 par Solomon Kanté, un Guinéen d'origine malienne. Originaire de Kenenkou à 45 km de Koulikoro, Solomon Kanté, en inventant cette écriture, a voulu donner une identité à l'éducation malienne, un Mali riche et fier de sa culture et de ses valeurs ancestrales. C'est pour édifier les enseignants et élèves des écoles coraniques que le mouvement NCO a initié cette journée d'échange. J'ai appris le NCO en 1998, mais depuis que j'ai appris le NCO jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, je me glorifie. Pourquoi? Parce que dans n'importe quel domaine, moi je peux m'exprimer maintenant correctement, sans complexe ni rien. Parce que tout est écrit dans le NCO. Les Français ont dit qu'aucun pays ne peut se développer sans sa langue. Or, si on dit langue, on dit écriture. Parce qu'autrefois, on n'avait pas de récipients. Maintenant qu'on a eu l'écriture, maintenant on peut transcrire toutes nos données dans cette écriture-là pour que le pays puisse avancer. Selon les organisateurs, la meilleure façon d'être autonome est d'apprendre à écrire sa propre langue. L'écriture NCO s'adapte énormément à ces 4 branches linguistiques qui sont le Bambara, le Malinké, le Mandenko et le Djoulaba, pour ainsi apporter un démenti de journaliste libanais du nom de Kamal Maroua qui disait dans un de ses journaux qu'il envoyait au Liban que les Africains de l'Afrique de l'Ouest n'ont pas de culture parce qu'ils n'ont pas d'écriture. L'écriture NCO est présente aujourd'hui dans 6 régions du Mali, en Afrique de l'Ouest, centrale et dans une partie de l'Afrique de l'Est. En 5e région, dans 6 mois, le district sanitaire de Bankas sera doté d'un centre de santé de référence. Cette structure, dont la première pierre vient d'être posée, va coûter plus de 700 millions de francs CFA. Elle permettra d'améliorer l'accessibilité géographique aux soins de qualité aux habitants de 180 villages. Reportage Yaya Bokoum. Comme annonciateurs des grands jours en milieu d'Ogon, avec leur apparition, les masques sont sortis ce jour à Bankas pour saluer l'événement qui est la pose de la première pierre de leur centre de santé de référence. Fruit d'un partenariat dynamique entre le gouvernement du Mali et le Royaume des Pays-Bas dans le cadre d'une convention de financement pour l'atteinte des OMD, ce centre permettra d'améliorer l'accessibilité géographique aux soins de qualité des habitants d'une aire de santé qui compte plus de 282 000 âmes vivantes dans 181 villages. Ce jour vient à point nommé pour remercier très sincèrement la cellule d'exécution du programme de renforcement des infrastructures sanitaires, CEPRIS, qui, du début du processus à nos jours, n'a ménagé aucun effort pour la réussite du présent projet. Cela témoigne du grand intérêt que vous accordez à l'amélioration du bien-être des tous les plus vulnérables, notamment les enfants, les femmes et les personnes âgées. Selon les autorités communales, ce centre de santé de référence de Bankas vient à point nommé, puisque l'ancien
qui a été touché en grande partie par la réalisation de la route internationale dite route du poisson, était en état de vétusté et de dégradation avancée, ne permettant plus de satisfaire aux besoins et confort pour les usagers. Les bâtiments seront construits dans un style moderne pour un coût de 711 15 553 francs CFA, entièrement financés par le Royaume des Pays-Bas à travers l'ANICT. L'équipement de ce nouveau centre sera entièrement pris en charge sur le budget national. La construction sera réalisée par l'entreprise MA Travaux et le suivi par le cabinet d'architecture et de technologie immobilière. Avant de procéder à la pose de la première pierre, le représentant du ministre de la Santé a suivi avec attention les prestations des groupes folkloriques du terroir. Clôture à Caille de la 2e édition du Festival international Soninké, FISO, prestation d'artistes soninké, prestation de la 3e génération française. Conférences, débats ont été les temps forts de ce festival. La 3e édition est prévue en 2014 en Mauritanie, nous informe Idrissa Goulou Sissoko. 4 jours durant, la ville de Caille aura vécu au rythme du Festival international soninké. La culture soninké a été visitée dans toutes ses dimensions à travers les conférences débats et les soirées culturelles qui ont égayé les nuits caïsiennes. Les chefs des délégations se sont réunis 17 et 20 février 2012 pour décider de la création d'une organisation internationale qui a pour but la promotion de la langue et de la culture soninké, la recherche et l'éducation, le développement socio-économique, communication et marketing. Ce festival aura permis d'aborder des questions qui entravent la promotion sociale des soninké. Vous avez certainement évoqué la faible scolarisation des filles, le mariage des filles scolarisées, le manque d'emploi des jeunes, la migration irrégulière, l'influence culturelle des pays d'immigration sur certains jeunes soninké. Le festival a été l'occasion de jouer la finale de la Coupe Fé Badiri Bachili Kass qui a été remportée par la commune de Bangassi par 2-1 face à celle de Nadjombougou. Les Cavaliers se sont donné rendez-vous pour 2014 en Mauritanie. En effet, la commission d'organisation a décidé de tenir désormais le FISO tous les 2 ans. Et puis ce communiqué suite à l'assassinat du chef du village de Ambori, Moussa Balobo Maïga, le 18 février dernier. Le PARENA, Parti pour la Renaissance nationale, l'UMRDA, l'Union malienne du Rassemblement démocratique africain face au Djigui, le Parti pour l'action civique et patriotique, PACP, l'Association pour le développement de la commune rurale de Mondoro, cercle de Douansa, région de Mopti, condamnent fermement cet acte criminel, réaffirment leur soutien au gouvernement malien et aux forces armées et de sécurité pour le retour de la paix au Mali. Tous présentent leurs condoléances à la famille du disparu et prient pour le repos de son âme. Quant à la situation au nord Mali, le Rassemblement pour l'éducation à l'environnement et au développement REDD, le collectif des mamans pour sauver l'école Comaz, l'amicale des anciens syndicalistes du Mali se disent inquiets de cette situation qui entraîne de lourdes pertes en vie humaine et compromet l'intégrité du territoire et l'unité nationale. Tous réaffirment leur soutien au gouvernement et aux forces armées et de sécurité du Mali. Sport football, la 11e journée du championnat national Ligue 1 a pris fin hier par 2 rencontres. Au stade du 26 mars, l'ASB et le Nianian de Koulikoro ont fait match nul 1 but partout. Le COB, dans un match âprement disputé, est venu à bout des 11 créateurs de Niarela, 1-0. Le résumé des matchs avec Aldumatina. Comme attendu, l'opposition Club Olympique de Bamako 11 créateurs régale plus d'un à la clôture de la 11e journée de Ligue 1. Jusqu'aux derniers instants, la partie pouvait basculer des 2 côtés. Le CB, parfaitement entré dans le match, concrétise sa domination à la 27e minute. L'international cadet Tchekoro Keita, intenable, met sur orbite son partenaire Abdoulaye Dambélé. Celui-ci, plein axe, ouvre le score, ce qui nous conduit à la pause. Les 11 créateurs reviennent des vestiaires beaucoup plus rinqués et acerbes. Ils poussent et oblige le portier olympien Adama Keita à commettre l'irréparable à la 63e minute.
pénalty et carton rouge, Eric Koné Junior, le keeper remplaçant des Verts, réussit son entrée. Il arrête le pénalty de Mamadou Soro. En infériorité numérique, le Sobé garde contre vents et marées son unique but jusqu'à la fin. C'est quelque chose qui est très important pour nous et puis sans vous mentir, c'est le championnat maintenant, c'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Donc petit à petit, on va essayer de voir ce qu'on peut faire dans notre vie. À la mi-temps, le coach nous a bien parlé, il nous a demandé de progresser, de tout faire pour remporter ce match. Mais malheureusement, bon, ça fait partie du football aussi. Auparavant, l'association sportive de Bamako n'a pu faire mieux qu'un match nul devant le Nianandé Koulikoro. Alternant le bon et le moins bon depuis le début de la saison, les deux formations ne sont jamais parvenues à offrir un spectacle digne de ces noms. Néanmoins, ce sont les Blancs de Méguétan en déplacement qui ouvrent le score à la 13e minute par Madou Dambélé, avant que les pensionnaires de Garanti Bougou n'égalisent par Amadou Sanogo à la 28e minute. Un but partout, score final. Tous les matchs sont durs. Cette fois-ci, aujourd'hui, on a un match nul. Vraiment, je pense que c'est pas mal. Les points ont été partagés des deux côtés. Que la journée prochaine, on essaie de préparer ça. Nous sommes un peu à l'extérieur. Quand tu es à l'extérieur, il faut chercher au moins le match nul. À défaut de victoire, le match nul. Bon, ce qui n'a pas marché aussi, bon, il faut travailler un peu devant les buts. Les deux équipes restent toujours dans la moitié du classement. L'armée de l'air est en deuil. Elle vient de perdre le lieutenant Amadagali Nyangali. Il a été arraché à l'affection de sa famille, de ses compagnons d'armes et amis le vendredi dernier à l'hôpital garnison de Kati. Il a rejoint sa dernière demeure après le cérémonial militaire à la base de sang de l'armée de l'air. Commentaire Mariam Sagara. Ils sont tous là, compagnons d'armes, parents et amis, pour accompagner le lieutenant-colonel Nyangali à sa dernière demeure. Directeur zonal du matériel des hydrocarbures et du transport des armées à Gao, il a été frappé par la cruelle au cours d'une mission commandée au nord du pays. Ce brave colonel, après d'intenses soins, s'était relevé de ses blessures. Bien rétabli, s'apprêtait à quitter l'hôpital. L'officier de la 16e promotion nous quitte sur la pointe des pieds, sans crier gare. L'homme a connu une très riche carrière. Hormis sa mission internationale du Libéria, il a participé à toutes les opérations de paix au Mali, Kafou, Faso, Djibouti. Ce qui lui a permis d'être décoré de la médaille commémorative de campagne, de la médaille de mérite militaire et de celle de la flamme de la paix. S'inscrire sur la liste des grands officiers, il faut aimer ses hommes. Le lieutenant-colonel Nyangali aimait ses hommes. Il les respectait, quel que soit leur grade, et partageait tout avec eux. Cette bienveillance envers ces hommes ne l'empêcha pas d'être un précieux auxiliaire du commandement, car doté d'une très grande autorité. À quelques encablures de sa retraite, le lieutenant-colonel Nyangali, né à Koro, a été incorporé dans l'armée à Ségou le 2 avril 1971 comme soldat de 2e classe. Lieutenant-colonel, le 1er octobre 2008, il gravit tous les échelons pour y arriver. Il dort désormais au cimetière de Amdalaï, non loin de sa base. Paix à son âme. Merci d'avoir suivi ce journal et à demain.